Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir un cours sur les interactions entre les espèces et comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer la distribution des espèces sur la planète. Donc vous voyez là, par exemple, des fourmis en interaction avec des cicadelles. Donc on va voir plusieurs aspects. Déjà, ce qu'on appelle niche écologique en écologie. On verra différents types d'interactions entre espèces, de la compétition à la prédation, au mutualisme, au parasitisme. Après, on verra des exemples de tous ces types d'interactions chez les fourmis. Et enfin, on verra comment on peut expliquer la biodiversité à l'échelle, la répartition de la biodiversité à l'échelle de la planète. Et Jérôme Cham nous fera après un séminaire sur cette thématique-là. Donc, en écologie, on parle beaucoup de niche écologique. C'est-à-dire, c'est un peu les conditions environnementales dans lesquelles une espèce peut se maintenir. Donc, si on représente par exemple la valeur sélective d'une espèce, c'est-à-dire sa probabilité de survie, sa probabilité de faire des descendants et son nombre de descendants, en fonction de paramètres abiotiques comme l'humidité ou la température, souvent ça a une forme gaussienne. Il y a une combinaison de température et d'humidité dans laquelle une espèce, par exemple ici une espèce de plante, peut survivre et optimalement au centre. Et en dehors de ces conditions, elle ne peut pas survivre. Donc ce qu'on appelle sa niche écologique fondamentale, les conditions abiotiques dans lesquelles une espèce peut se maintenir, on appelle ça sa niche écologique. Donc c'est un gradient, une variation de valeur sélective dans un gradient environnemental. Alors souvent, la niche écologique occupée réellement par une espèce est un peu différente et plus restreinte de sa niche écologique fondamentale dans laquelle elle pourrait survivre. C'est-à-dire qu'elle pourrait survivre, par exemple, dans cette combinaison de paramètres abiotiques en rose, mais on la trouve dans les populations naturelles, dans une niche plus restreinte, parce qu'il y a des interactions avec d'autres espèces, notamment de la compétition ou des interactions positives avec d'autres espèces qui sont que là. Et donc cette conception, ces idées d'une vision globale des écosystèmes avec des niches écologiques, des interactions entre espèces, un des premiers chercheurs qui ont eu cette vision, c'était Eugène Odum, où il a vraiment considéré l'écologie comme une discipline scientifique à part entière et avec une vision globale des écosystèmes. Et donc il définissait la niche écologique un peu comme la profession d'une espèce, pour bien expliquer que ce n'était pas seulement l'habitat d'une espèce, la niche écologique, donc c'est non seulement les paramètres abiotiques dans lesquels elle se maintient, mais aussi une composante d'interaction avec les autres espèces, quelles ressources ils acquièrent, avec quelles autres espèces elles sont en interaction. Donc, par exemple, si on regarde ici dans une forêt ou dans des prairies, dans des champs, pour différentes espèces d'oiseaux, donc à distance de migration, les oiseaux peuvent migrer d'un endroit à l'autre, mais chacun vit dans un environnement spécifique pour acquérir des ressources spécifiques en interaction avec d'autres espèces spécifiques. Donc on trouve certaines espèces plus dans des prés, dans des prairies, dans des endroits où il y a plutôt des buissons ou en forêt. Donc ils ont des niches écologiques différentes où on les trouve préférentiellement, même s'ils pourraient disperser d'un endroit à l'autre. Un autre exemple, c'est des oiseaux limicoles en Camargue, par exemple. Donc, ils vivent sur les mêmes plages, au même endroit, mais il y a une répartition des ressources qu'ils peuvent acquérir. Donc, par exemple, avec des flamants roses qui vont plus filtrer dans des endroits plus profonds, des canards qui vont récupérer des insectes ou des plantes un peu moins profonds, et puis d'autres qui sont vraiment sur la plage. Donc, ils sont en sympatrie au même endroit, mais ils ont des niches écologiques différentes parce qu'ils acquièrent des ressources différentes. Il peut même y avoir une répartition des ressources et donc des niches écologiques différentes à l'échelle d'un arbre seulement. On voit ici ces différentes espèces de parulines. Elles se partagent différentes niches écologiques au sein d'un même arbre, donc avec des habitats différents, mais aussi des ressources différentes. Alors, comment on peut étudier ces niches écologiques ? Alors, on peut avoir des approches mécanistes, c'est-à-dire, on va, par exemple, si on veut regarder la niche écologique de cette grenouille, on va tester toute une gamme de températures et on va voir dans quelle gamme elle se maintient, elle va bien, et dans quelle gamme ça va moins bien. Donc, on arrive à avoir sa gamme de température optimale, donc sa niche écologique fondamentale. On peut faire ça sur plein de paramètres différents, par exemple l'humidité. Et donc, on a une gamme de paramètres où l'espèce ne peut pas se maintenir et une gamme de paramètres qui correspond à sa niche écologique fondamentale, les paramètres abiotiques qui lui permettent de survivre, qu'on arrive à inférer comme ça.
Donc ça, c'est des approches mécanistes. On acquiert des données physiologiques qui nous permettent d'estimer la niche écologique fondamentale d'une espèce. Alors à quoi ça sert? Ça sert à comprendre l'écologie d'une espèce, les interactions entre espèces par exemple, on va y revenir. Ça peut aussi permettre d'étudier les changements de distribution des espèces. On sait que les changements climatiques à venir vont être assez drastiques, et donc en ayant des scénarios de changements climatiques, notamment d'humidité, de température, on peut essayer de voir différentes espèces, étant donné leur niche écologique fondamentale, dans quelle aire de répartition elles pourraient se maintenir ou pas, ou comment elles pourraient bouger de distribution. On peut aussi essayer de prédire les distributions potentielles d'espèces envahissantes. On verra la semaine prochaine, il y a une des grandes menaces sur la biodiversité, c'est les espèces envahissantes, exotiques, qui arrivent sur un nouveau continent, qui se dispersent. On peut essayer de prédire une nouvelle espèce qui arrive, jusqu'où elle pourrait essayer de disperser, étant donné sa niche écologique. Donc on va voir quelques exemples de recherches qui ont été faites, par exemple sur ce gecko en Australie. Des chercheurs ont mesuré des activités potentielles donc de façon mécanisme au laboratoire, de façon expérimentale, quelles conditions de température, de vent, d'humidité lui permet d'arriver à avoir une activité, donc par exemple une activité estimée en heures de capacité d'essayer d'acquérir de la nourriture à l'extérieur. Et donc ils ont fait une carte d'activité, donc on voit qu'il est plus actif et donc il pourrait se maintenir plus au nord d'Australie, et on voit sa distribution, cette point de présence documentée. Et on peut essayer de projeter ça avec des scénarios de modification du climat. Donc ça, il y a l'IPCC, une plateforme intergouvernementale qui essaye de faire des projections des changements climatiques à venir suivant différents scénarios. Donc voilà par exemple le réchauffement moyen climatique. Celui-ci, par exemple, les émissions de CO2 restaient constants de ce qu'ils étaient en l'année 2000, et puis sur différents scénarios. Par exemple, si on continue à fonctionner de la même façon, ça va augmenter très fortement, ou si on arrive à réduire différentes activités humaines, ça devrait moins réduire, mais dans tous les cas, ça devrait augmenter assez drastiquement déjà. Et donc, on arrive à prédire des gammes de température et d'humidité à différents endroits de la planète, étant donné ces différents scénarios. Et on peut essayer de projeter, du coup, quels vont être les endroits d'activité, par exemple, de ce gecko. Et donc là, ils ont estimé où il va y avoir les changements les plus forts, avec plus d'activité en rouge ou moins d'activité en bleu par rapport à ce qui existe déjà. On peut aussi, donc, comme on a vu, essayer de prédire la distribution d'espèces envahissantes. Par exemple, ce crapaud a envahi l'Australie à partir de l'Est ici. Donc, pour l'instant, on a sa distribution actuelle. Donc, il a envahi depuis ses premières introductions. On peut se demander où est-ce qu'il peut aller. Donc, on modélise sa niche écologique fondamentale. Et on voit ici en gris qu'il pourrait avoir toute cette distribution. Donc, il pourrait encore continuer à envahir une bonne région qu'il n'a pas déjà envahie. Alors, il y a d'autres approches, peut-être un peu moins pénibles pour les animaux qu'on étudie, pour essayer de modéliser la niche écologique fondamentale. Ça va être de faire des corrélations entre les présences-absences d'espèces telles qu'on peut les observer dans les populations naturelles, et puis différents types de paramètres abiotiques. Donc on récolte plein de données sur à quel endroit on observe l'espèce, à quel endroit on ne l'observe pas. Et on essaye de corréler ça à des variables environnementales, toujours température, humidité, tous les paramètres qu'on peut obtenir. Et on fait des associations statistiques et on en déduit quels paramètres abiotiques permettent le maintien de ces espèces-là. Donc ça a été fait par exemple sur la distribution de la citelle, ce petit oiseau par Wilfried Tullier qui travaille à Grenoble. Donc, il a répertorié les points de présence de la citelle. Donc, il y a beaucoup d'ornithologistes qui répertorient des points à quels endroits ils observent les espèces d'oiseaux. Donc, il a corrélé ça avec des données d'humidité, de température, par exemple, et fait des modèles statistiques pour en déduire, ici en vert, la niche fondamentale de la citelle actuellement. Et donc, en appliquant les différents scénarios dont je vous ai parlé de projection de changement climatique pour 2080, donc suivant deux types de scénarios plus ou moins drastiques, on voit que en rouge, c'est l'endroit où l'espèce est présente actuellement, mais est prédite, elle devrait disparaître, elle ne devrait pas arriver à se maintenir parce que, par exemple, il fera trop chaud.
et en vert, les espèces où elle va migrer et où pour l'instant elle n'est pas présente, mais où elle devrait pouvoir s'installer. Donc là, on voit que le changement de distribution, donc suivant le scénario A1, est quand même assez fort. Il y a plein de régions du sud où on ne l'observera plus, mais il reste une grande zone où elle arrive à se maintenir. Mais il y a plein d'autres espèces où, quand on fait ces simulations, elle n'arrive pas très peu à se maintenir ou pas du tout. Donc ça a été fait de la même façon par Isabelle Schwinn sur cette espèce de frêne à l'est des États-Unis, et on voit qu'avec un réchauffement très modéré de 1 degré, qu'on se dit maintenant qu'on n'arrivera pas à atteindre, donc l'espèce bouge un peu mais pas tant que ça, et avec un réchauffement moyen de 3 degrés, l'espèce se maintient que dans une toute petite zone parce qu'elle n'arrive pas à migrer plus au nord. Ça a été fait aussi donc chez plein d'espèces, mais par d'autres exemples, par Wilfried Trullier, toujours dans les Alpes. Donc la distribution actuelle de l'érable est assez bien répartie dans les Alpes actuellement, et avec une projection toujours ce scénario A1 en 2080, on voit qu'il se maintient que dans une toute petite partie nord des Alpes. De la même façon, cette fougère, qu'on trouve à une carte de répartition dans les Alpes actuelles, ici en vert, on voit que pareil, elle se maintient vraiment dans une toute petite aire au nord des Alpes. Et donc il a fait ça aussi avec son équipe, cette projection sur plein de plantes alpines et d'autres, sur plus de 1000 espèces de plantes, avec cette projection comme ça, étant donné leur niche écologique inférée avec des données de présence-absence et des données climatiques. Ils ont observé qu'en 2080, plus de 50% des espèces de plantes en Europe seront vulnérables, même dans les scénarios les plus modérés de changement climatique, et avec plein d'espèces qui sont prédites comme ayant disparu, et avec des régions qui gagnent des espèces, parce qu'il y a migration. Donc ici en gris, c'est des espèces des régions qui gagnent plutôt des espèces, parce qu'il y a migration du sud vers le nord. Par contre, toutes les espèces qui sont endémiques des régions montagneuses, par exemple, sont particulièrement vulnérables au changement climatique, parce qu'elles ne peuvent pas migrer facilement et trouver par migration des conditions favorables. Alors ces modèles, donc c'est des corrélations entre présence-absence et des paramètres abiotiques. Donc par exemple ici, on fait de la même façon, on essaye d'inférer la niche écologique fondamentale du sapin. Donc l'aire observée ici, c'est les points noirs. Si on fait des corrélations comme ça, on observe une distribution, une niche écologique beaucoup plus grande que ce qu'on observe vraiment. Parce qu'il y a des interactions entre espèces, des compétitions qui sont pour l'instant pas prises en compte dans les modèles. Et aussi des adaptations locales. Là, dans tous ces modèles de corrélation, on considère que chaque individu de l'espèce est identique à la même niche, les mêmes conditions dans lesquelles ils se maintiennent. Alors on sait très bien que dans les espèces, dans les populations naturelles, il y a ce qu'on appelle de l'adaptation locale, c'est-à-dire que les populations ici au sud, génétiquement, ce n'est pas tout à fait les mêmes fréquences de variants génétiques qu'au nord, probablement. Ils sont plus adaptés à des conditions du sud et au nord à des conditions plus du nord. Donc, ce qu'on appelle de l'adaptation locale, c'est quand tous les variants génétiques dans une espèce, tous les génotypes ne sont pas équivalents et les individus qu'on observe à un endroit donné sont plus adaptés aux conditions locales que des individus ailleurs, et on peut mesurer ça. Ce qu'on peut faire, c'est regarder dans deux habitats différents, par exemple plus au nord ou plus au sud, et on regarde la valeur sélective, donc la capacité à survivre dans les deux habitats. Par exemple, on peut faire des translocations d'espèces d'individus dans des jardins communs. On va prendre, par exemple, pour le sapin, des individus au nord, des individus au sud, et on va faire des transplantations réciproques en élevant, en plantant les deux types de populations au nord et au sud, et on regarde s'il y a des populations qui survivent mieux, qui font plus de descendants. Et donc, s'il n'y a pas d'adaptation locale, par exemple, si un génotype est meilleur, il va mieux survivre dans les deux types d'habitats qu'un autre génotype. Et s'il y a de l'adaptation locale, c'est-à-dire que les génotypes locaux sont meilleurs que ceux qui vivent ailleurs, on observe des courbes croisées avec les individus qu'on a pris dans l'habitat 1 sont meilleurs dans l'habitat 1 que dans l'habitat 2, et les individus qu'on a pris dans l'habitat 2 sont meilleurs dans leur propre habitat que dans l'autre. C'est une adaptation locale. Et donc ça, on sait que ça existe dans les conditions naturelles très largement. Un des premiers exemples a été étudié sur ces plantes de montagne.
Donc ils avaient récolté différents individus à différentes altitudes. Donc ici, c'est la variété qu'ils avaient récoltée près de la mer, à une altitude moyenne et à une altitude élevée. Et ils avaient fait pousser ces 3 types d'individus à différentes altitudes. Et donc là, on voit cet individu qui a été récolté près de la mer, il pousse mieux près de la mer que quand on le plante plus haut, et tout en haut, il ne pousse pas du tout. Cet individu qu'on a récolté à une altitude intermédiaire, il pousse mieux à cette altitude intermédiaire. Cet individu qu'on a récolté tout en haut, alors il pousserait mieux à une altitude intermédiaire, mais on voit que tout en haut, il est le seul à arriver à peu près pousser. Et donc à chaque altitude, l'individu qu'on a récolté localement est meilleur que les autres. Donc c'est de l'adaptation locale. Celui qu'on a récolté tout en haut, il pousse mieux que les autres tout en haut. Celui qu'on a récolté à mi-altitude, il pousse mieux que les 2 autres. Et celui qu'on a récolté en bas, il pousse mieux que les 2 autres. Donc chaque génotype est meilleur localement que les immigrants. Et donc c'est de l'adaptation locale. Et donc ça, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas pris en compte dans ces modèles. Et du coup, quand on essaye de prédire les changements de niche écologique, on ne prend pas ça en compte, et donc, alors que c'est peut-être important. Et donc ça ne prend pas non plus en compte, ces modèles, les interactions entre espèces. Or, on sait que c'est vraiment une donnée fondamentale de la distribution des espèces. Et il y a différents types de comportements, positifs ou négatifs entre espèces, dont on va voir des exemples de compétition, prédation, mutualisme ou parasitisme. Alors la compétition, ça a une importance écologique et évolutive énorme. D'ailleurs, c'était un des aspects qui a aidé Darwin à formaliser sa théorie, de voir qu'il y avait une compétition entre les individus, entre les espèces, et donc il naissait plus d'individus que le nombre d'individus qui pouvaient arriver à reproduction, parce qu'il y avait une compétition pour acquérir les ressources, survivre. Et donc ça lui a aidé à vraiment formaliser cette idée qu'il y avait un tri, il y avait de la variabilité dans les populations, seulement certains individus, à cause de la compétition, arrivaient à survivre, et donc il y avait une sélection des individus qui arrivaient le mieux à survivre, étant donné la variabilité dans les populations. Et donc c'est sur son arbre, dans la seule figure qu'il y a dans l'origine des espèces, cet axe-là ici, c'est un axe de compétition, de niche écologique. On voit à chaque nœud des formes différentes qui sont générées, et on voit que ceux qui survivent, c'est ceux qui sont le plus éloignés sur cet axe, c'est-à-dire les plus différents écologiquement, les moins en compétition les uns avec les autres. Donc cette notion de compétition était vraiment importante pour la théorie de Darwin. Et donc, il s'est aperçu, quand il a fait son voyage au Galapagos, où il y avait une nature luxuriante, plein d'espèces partout, plein d'individus partout, et on voyait bien que tous les individus, toutes les graines qui étaient produites ne pouvaient pas arriver à pousser, tous les individus produits n'arrivaient pas à l'âge adulte. Alors, il y a des expériences qui ont été faites pour voir l'effet de cette compétition et sur la niche écologique des espèces. Une des premières qui ont été faites il y a assez longtemps, en 1917, c'était sur ces petites plantes-là. Donc, ces 2 plantes qui se ressemblent, très proches phylogénétiquement, qu'on peut retrouver dans les mêmes milieux. Et donc, ils sont en particulier assez influencés par le pH du sol. Mais on voit qu'ils ont une niche écologique fondamentale assez similaire. Si on les fait pousser expérimentalement sur un gradient de pH d'acidité, elles vont pousser. Donc, cette espèce-là pousse un peu mieux à pH plus élevé, mais globalement, c'est à peu près la même distribution. Et par contre, si on les fait pousser ensemble, elles ont des niches écologiques très séparées, où à faible pH, cette espèce-là exclut l'autre, elle est la seule à pousser, elle empêche l'autre de pousser, alors qu'à plus fort pH, c'est cette espèce-là qui exclut l'autre. Et donc, en compétition, on voit qu'elles ont des niches écologiques différentes de leur niche écologique fondamentale. Donc, c'est leur niche écologique réalisée quand elles sont en compétition. On voit que la compétition a un fort effet sur la distribution des espèces localement. Donc je vous ai déjà dit, en écologie, en évolution, on utilise beaucoup les modèles mathématiques, parce que ça peut être des interactions très complexes entre plein d'espèces, et on veut essayer de comprendre ce qui se passe, et les modèles mathématiques peuvent aider. Et donc en écologie, et notamment pour les niches écologiques et les interactions entre espèces, il y a des modèles mathématiques qui ont été développés assez tôt et très simples, mais qui permettent vraiment de bien comprendre
les interactions entre espèces. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle les modèles de Lotka-Volterra pour deux chercheurs qui ont développé indépendamment ces types de modèles. Donc Lotka était plus un mathématicien et statisticien, et Volterra, un mathématicien qui a aidé son beau-fils, qui était zoologiste, à essayer de comprendre la variation d'abondance des poissons qui étaient pêchés dans les ports italiens. Et donc, indépendamment, ils ont développé le même type de modèle, qui est de regarder la variation du nombre d'individus. On essaye de regarder est-ce que le nombre d'individus augmente avec le temps, donc l'abondance des individus. Donc le modèle le plus simple, c'est la variation du nombre d'individus dépend du nombre d'individus qui existent déjà et de leur taux de reproduction. Si chaque individu fait 2 descendants, on a vu avec le Covid, ça augmente de façon exponentielle. À partir du moment où le taux de reproduction de chaque individu est supérieur à 1, le nombre d'individus augmente exponentiellement. Or, on sait que ce n'est pas possible dans les conditions naturelles, les ressources sont limitées, et donc on met une composante mathématique assez simple qui formalise la limitation par les ressources, c'est-à-dire que le nombre d'individus, la variation du nombre d'individus dans la population dépend du taux de reproduction de chaque individu, moins l'interaction, la compétition avec les autres individus, donc ça dépend du nombre d'individus qu'il y a dans la population, jusqu'à une limitation en ressources qu'on appelle la capacité de charge. Donc en n, le nombre d'individus dans la population est égal à la capacité de charge. Le taux de reproduction ici vaut 0, k sur k ça vaut 1, donc ici ça vaut 0. Le nombre d'individus varie plus, et donc on a un plateau qui est la capacité de charge de la population. Donc quand il y a une limitation des ressources, typiquement, ça commence à augmenter de façon exponentielle, et puis ça plafonne à un plateau. Et donc Lotka et Volterra ont essayé d'incorporer dans ce modèle tout simple, le plus simplement possible, la compétition. Et donc ils ont mis un terme de compétition ici dans le modèle. Donc le taux de croissance de la population diminue avec la compétition avec les individus de sa propre espèce, mais aussi d'une autre espèce avec un coefficient de compétition. Et avec ces modèles tout simples, on arrive déjà à bien comprendre les interactions entre espèces, et notamment ces modèles prédisent que deux espèces qui sont en compétition pour une même ressource exactement ne peuvent pas coexister. Donc ça, c'était un résultat fondamental en écologie, qui est si deux espèces ont exactement la même niche écologique, l'une, la meilleure, exclut l'autre. Elles ne peuvent pas se maintenir. Et donc les espèces, pour se maintenir au même endroit, elles doivent avoir des niches écologiques un peu différentes. Et effectivement, il y a plein d'exemples. On voit ici ces balanes, une répartition de ces deux espèces vraiment à ce niveau-là. Quand elles sont toutes seules, elles peuvent chacune se maintenir sur toute cette longueur, mais quand elles sont toutes les deux là, celle-là est meilleure et un peu plus résistante à la dessiccation quand il n'y a pas d'eau, et celle-là est un peu meilleure à exclure celle-ci à cet endroit-là. Et donc il y a une répartition des espèces par exclusion compétitive. Il y a des tests de ces modèles qui ont été faits et assez bien validés. Donc des premières thèses, c'était par Gause, il y a déjà assez tôt, et donc il faisait pousser ces paramécies dans des milieux nutritifs, et il comptait le nombre d'individus, la taille de la population par densité, et on voit qu'effectivement ça colle très bien au modèle tout simple de Lotka-Volterra, avec au début une croissance exponentielle et puis un plafonnement par les ressources à un certain moment. Et donc quand on met chaque espèce indépendamment, on a les mêmes types de courbes, mais avec des capacités de charge différentes. Et quand on les met en compétition, effectivement, il y a des cas où, quand elles acquièrent, quand leur mode de fonctionnement, leur niche écologique est trop proche, la meilleure exclut l'autre, les deux n'arrivent pas à se maintenir. Alors que quand elles acquièrent des ressources un peu différentes, les deux arrivent, elles ne sont pas trop en compétition, leur niche écologique est assez différente, elles arrivent à se maintenir. Et donc ça explique les distributions qu'on observe d'espèces très proches phylogénétiquement sur les mêmes arbres, mais qui ont des niches écologiques un peu différentes. C'est une exclusion compétitive. Elles ne peuvent pas se maintenir, des espèces différentes ne peuvent pas se maintenir sur exactement les mêmes ressources, la même niche écologique. Donc ça peut être une exclusion compétitive, c'est-à-dire que les espèces évoluent pas, mais elles se répartissent. Cette espèce-là est meilleure à acquérir ces ressources-là, et donc elle exclut les autres dans cet endroit-là, alors que celle-là est meilleure ici et elle exclut les autres dans cet endroit-là. Mais il peut y aussi avoir une évolution. Si on imagine ici une abondance des espèces suivant la taille des graines ou leur taille de bec
qui correspond à la taille des graines qu'ils peuvent optimalement manger. Donc si on imagine que deux espèces ont ces distributions de taille de bec, elles vont être beaucoup en compétition, hein, puisque la plupart des graines vont se trouver ici et ils vont pouvoir manger ces mêmes tailles de graines. Mais il peut y avoir une évolution. Hein, les individus qui ont cette taille de bec-là, qui mangent les plus petites graines, ils vont être moins en compétition avec l'autre espèce, donc ils vont avoir une meilleure valeur sélective, ils vont mieux survivre, laisser plus de descendants. Et donc il va y avoir un déplacement des caractères des deux espèces, une évolution dans les espèces, puisque ceux qui sont aux extrêmes auront une meilleure valeur sélective, seront moins en compétition, et on va avoir ce qu'on appelle un déplacement des caractères, un déplacement des niches écologiques pour éviter la compétition. Ça a été observé par exemple aux Galapagos, donc sur les fameux pinsons de Darwin. Donc, sur différentes îles des Galapagos, on a différentes espèces. Alors, on les retrouve soit des fois en sympatrie sur les mêmes îles, des fois une seule espèce sur chaque île. Et donc, si on regarde la fréquence de la taille des becs, donc là on a la largeur du bec et la fréquence des individus qui ont cette largeur, pour cette espèce-là et cette espèce-là, donc deux espèces très proches génétiquement sur ces îles Galapagos. Donc on voit quand elles sont en allopatrie, c'est-à-dire que chacune est toute seule sur une île, elles ont des distributions très proches, qui doivent être optimales pour acquérir un maximum de ressources. Et par contre, quand elles sont en sympatrie sur la même île, elles ont des distributions plus disjointes. Il y a eu une évolution, un déplacement des caractères pour éviter d'être trop en compétition, parce que les individus plus extrêmes étaient moins en compétition, avaient une meilleure survie, et donc il y a eu une évolution des espèces vers une niche écologique plus différente. Donc, les niches écologiques différentes, ça peut être vraiment des niches séparées, une probabilité, une capacité à acquérir des ressources différentes, ou ça peut être des espèces qui sont plus généralistes ou plus spécialistes. Des espèces plus généralistes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire plus de choses, d'acquérir plus de ressources différentes dans leur environnement, mais elles sont moins bonnes à acquérir chaque ressource. Et une espèce spécialiste, donc elle va être plus capable d'acquérir une ressource en particulier, d'être meilleure sur cette ressource, mais du coup faire moins de choses différentes. Donc on a aussi des exemples chez les oiseaux. Donc là, ça va être deux espèces qui vont être en compétition. Et on peut avoir aussi une évolution pour une espèce qui va être plus spécialiste, donc comme l'alouette par exemple, on la trouve dans un habitat plus spécifique, les champs, alors que le merle est plus généraliste, il est capable de vivre dans plus d'habitats, d'acquérir plus de ressources, mais il est moins efficace pour une ressource donnée que l'alouette va être plus efficace à obtenir. Et donc ça fait des niches écologiques aussi différentes, mais pas séparées sur le gradient environnemental. L'espèce généraliste est plus capable d'acquérir, de survivre dans des environnements plus différents, mais moins bon pour la ressource la plus abondante. Donc ça, c'est la compétition. Donc c'est une interaction négative entre deux espèces. Il y a d'autres types d'interactions négatives ou positives, où ça dépend des espèces. Donc on va avoir des exemples. Donc si on considère qu'on a deux espèces, et donc là on a plus, c'est un effet positif sur l'espèce qu'on considère, moins un effet négatif et un zéro quand c'est indifférent. Donc la compétition, ça a un effet négatif sur les deux espèces en présence. Le mutualisme ou la symbiose, c'est un effet positif sur les deux espèces en interaction. Donc la prédation, le parasitisme, ça va avoir un effet bénéfique pour le parasite ou le prédateur, mais un effet négatif sur la proie ou l'hôte. L'amensalisme, c'est quand une espèce est affectée par la présence de l'autre espèce alors que la deuxième n'est pas du tout, ça n'a pas trop d'impact. Et neutre, c'est quand les espèces sont des niches écologiques assez différentes pour que l'une n'ait pas d'effet sur l'autre. On va avoir quelques exemples. Donc, le commensaline, c'est une espèce indifférente et l'autre en bénéficie. Donc, par exemple, chez l'homme, les rats bénéficient de la présence de l'homme alors que l'homme est en général pas très affecté. Ou des bactéries. L'homme, on a entre 500 et 100 000 espèces de bactéries différentes sur notre corps. C'est-à-dire on a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps, que ce soit dans le type digestif, sur la peau. Et donc elles bénéficient des ressources qu'on acquiert, sans que nous, pour la plupart, ce soit ni bénéfique ni délétère. Il y a d'autres types de cette interaction, c'est les plantes épiphytes, c'est-à-dire que c'est des plantes qui utilisent
les branches d'autres plantes pour accéder à la lumière. Donc elles n'ont pas le coût de produire des énormes branches, des troncs qui leur permettent d'accéder à la lumière. Elles utilisent le tronc d'autres espèces. Et en général, ça ne gêne pas trop l'espèce ligneuse qu'une plante s'accroche sur lui. Donc la plante épiphyte bénéficie du tronc, de l'accès à la lumière que lui procure une plante qui a grandi très haut, alors que l'arbre n'est pas trop affecté. Ou ici, des plantes ici sont affectées, sont gênées par la présence des arbres au-dessus qui leur permettent d'acquérir moins de lumière, donc faire moins de photosynthèse, alors que les arbres ne sont pas spécialement affectés par la présence de ces plantes en dessous en général. Donc la compétition, on a vu plein d'exemples. D'autres exemples dans le cas d'espèces envahissantes. Donc, en Angleterre, par exemple, il y avait l'écureuil roux qui était natif d'Angleterre. Et l'écureuil gris a été importé de Californie et est en train de déplacer l'écureuil roux. Donc là, on voit l'abondance des populations d'écureuils roux au cours du temps qui a baissé en Angleterre, alors que l'écureuil gris a augmenté. Et c'est vraiment l'effet de la compétition entre les deux qui a fait baisser la population d'écureuils roux. Les prédateurs, par exemple, des écureuils n'ont pas spécialement augmenté pendant ce temps-là. Si l'écureuil roux a diminué, c'est vraiment parce que l'écureuil gris envahissant était plus compétitif et donc l'a exclu d'une grande partie de l'Angleterre. On voit ici d'ailleurs la distribution d'écureuils gris qui correspond vraiment aux endroits où l'écureuil roux du coup a disparu, n'a pas pu persister, parce qu'en particulier l'écureuil gris est beaucoup plus efficace à acquérir de la nourriture laissée par l'homme. Il s'introduit dans les maisons, il récupère des ressources, alors que l'écureuil roux est beaucoup plus timide et n'ose pas acquérir ces ressources. D'autres exemples d'effets de la compétition, par exemple chez ces plantes dans les prairies, le rumex, vous connaissez, c'est des énormes plantes avec des énormes racines, c'est écologiquement assez dominant. Là, quand on les élimine par exemple expérimentalement d'une prairie, la biomasse des autres plantes augmente d'un facteur 10. Donc c'est-à-dire vraiment ils empêchent les autres plantes de pousser par leur présence parce qu'ils sont écologiquement dominants. D'autres exemples d'espèces envahissantes, donc c'est par exemple les fourmis d'Argentine, dont on avait déjà vu le fait qu'elles étaient envahissantes d'Argentine. Elles sont arrivées dans la terre des plantes qu'on importait d'Argentine. Et pareil, elles sont écologiquement dominantes parce qu'elles forment ces super colonies sur des milliers de kilomètres qui permettent de recruter plein d'ouvrières. Donc elles sont toutes petites, mais elles peuvent recruter des milliards d'ouvrières très rapidement. Donc elles sont capables de tuer un crapaud vivant en quelques minutes, et donc elles déplacent les espèces de fourmis natives. Pareil, elles sont écologiquement dominantes, elles arrivent à beaucoup plus facilement acquérir des ressources de l'environnement et à exclure les autres espèces locales. Chez les micro-organismes aussi, il y a plein de compétitions pour les ressources. Et donc on avait déjà vu aussi les antibiotiques, c'est des molécules qui sont produites par les micro-organismes pour exclure leurs compétiteurs. Et d'ailleurs, c'est Fleming qui avait découvert sur sa boîte de pétri où il faisait pousser ces bactéries. Il avait un champignon Penicillium contaminant autour duquel les bactéries n'arrivaient pas à pousser parce que le champignon produit des antibiotiques pour exclure ses compétiteurs. Et donc les champignons le font, les bactéries, les plantes. On voit ici des plantes qui poussent sur une boîte de pétri, ici avec des champignons bactéries contaminants, et on voit qu'ici, il y a une zone où ils n'arrivent pas à pousser parce que la plante produit des molécules qui tuent les compétiteurs. Donc la prédation, vous connaissez, c'est une espèce qui se nourrit d'une autre espèce. Donc évidemment, chez les mammifères, on connaît tout type de prédation, mais aussi donc, les oiseaux qui mangent les insectes qui mangent d'autres insectes, des oiseaux qui mangent des poissons. Et donc la prédation a été aussi modélisée par les modèles de Lotka Volterra, et en particulier sur un exemple assez classique du lynx qui mange des lièvres, où on observait des variations d'abondance d'espèces assez particulières qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et donc c'est vraiment d'ailleurs pour ça que Lotka Volterra au départ avait fait leur modèle, et donc ils reprennent le même type de modèle de variation du nombre d'individus d'une espèce en fonction du taux de reproduction de l'espèce, de la limitation par les ressources, et puis ils enlèvent un nombre d'individus qui a été mangé, qui dépend du nombre de prédateurs, du nombre de proies et de la probabilité de capture de la proie par le prédateur.
Et du coup, la variation du prédateur dépend du nombre d'individus qu'il arrive à capturer pour manger, moins un taux de mortalité. Et avec ce modèle tout simple, on arrivait à reproduire et à prédire ces variations qu'on observe chez le lynx et le lièvre, avec comme ça des variations cycliques d'abondance des prédateurs et d'abondance des proies, mais un peu décalées. Et donc, avec ces modèles tout simples, on arrive à prédire ça, à observer la proie augmente en abondance et le prédateur augmente un peu décalé, mais du coup, ça fait baisser la population de la proie et donc ça fait baisser la population du prédateur. Et on a comme ça des cycles qui se maintiennent pendant très longtemps. Donc ça, c'est des relations proie-prédateur qu'on connaît assez classiquement, mais il y a aussi des limites entre d'ailleurs du parasitisme et de la prédation. Donc les parasitoïdes, c'est des insectes qui pondent leurs œufs dans d'autres insectes qui vont les manger vivants. Ici, on voit des larves de parasitoïdes qui sont en train de se développer en mangeant vivant une chenille. Et donc on appelle ça des parasitoïdes parce que finalement, à la fin, ils vont tuer leurs hôtes. Et ça a une grande importance écologique parce que ça, donc évidemment, ces modèles de l'Hôte Volterra, on voit que la population du parasite ou du prédateur régule la population des proies. Il y a moins de proies parce qu'il y a le prédateur. Donc ces modèles sont vraiment importants pour essayer de comprendre comment expliquer l'abondance des espèces, leurs variations, et en fonction de l'interaction entre espèces. Et donc, en particulier, ces parasitoïdes, ils régulent les ravageurs de culture, les herbivores des plantes. Et d'ailleurs, on les utilise beaucoup en biocontrôle pour essayer de réguler des populations de parasites. Il y a des lâchers de parasitoïdes qui ont été faits, qui ont plus ou moins réussi. Et d'ailleurs, des fois, qui ont provoqué un peu des catastrophes ou l'effet contraire de ce qu'on voulait, parce que justement, en relâchant un parasitoïde pour réguler une proie, finalement, le parasitoïde qu'on a relâché est entré en compétition avec le parasite local de la proie. Et donc, en fait, les deux populations de parasitoïdes ont baissé plus que ce qui existait avant, et la proie a pullulé. Donc, c'est des choses qu'on peut essayer d'arriver à prédire avec des modèles, mais qui est très compliqué, et qui montrent que les interactions entre espèces, et on va y revenir, c'est dans un écosystème donné, il y a des interactions entre plein d'espèces, positives, négatives, très compliquées. C'est très difficile de prédire si une espèce disparaît, quel effet ça va avoir sur les autres espèces. Certaines vont augmenter, d'autres vont diminuer. Et on verra ça un peu plus la semaine prochaine. Donc ça, c'est des parasitoïdes. Donc l'herbivorie, c'est aussi une relation où l'herbivore acquiert des ressources de plantes qui, elles, évidemment, du coup, ça a un impact négatif sur les plantes. Donc ça, c'était des relations avec un impact positif sur une espèce et négatif sur l'autre. Mais il y a aussi plein de relations entre espèces avec un effet positif sur les deux. C'est ce qu'on appelle le mutualisme ou de la symbiose. Donc, par exemple, les relations plantes-pollinisateurs. Donc, on a vu dans les cours précédents, les plantes, pour faire des graines, les angiospermes, il faut que le pollen, donc les gamètes mâles des plantes, arrivent sur le stigma, l'organe femelle des plantes pour polliniser les ovules. On voit ici une plante schématisée avec les ovules dans la structure femelle. Ici, les anthères qui produisent le pollen, les gamètes mâles. Et donc, le pollen arrive sur le stigma, germe et va fertiliser les différents ovules. Et donc, on avait vu avec le séminaire de Jackie Chaïkov plein d'adaptations pour qu'il y ait des fécondations entre plantes différentes, pour éviter la consanguinité. Et donc, les plantes ont développé toutes sortes d'adaptations, et en particulier des fleurs très attractives, très jolies, qui sentent bon, avec du nectar, pour attirer les insectes, qui du coup se collent plein de pollen sur eux, et à la prochaine plante vont redéposer le pollen sur la structure femelle. Et donc c'est une structure bénéfique pour les deux espèces, puisque la plante bénéficie de la visite des insectes, parce que comme ça elle est pollinisée par un autre individu, et l'insecte gagne du pollen avec lequel il peut se nourrir, du nectar sucré, donc des ressources qui sont produites spécifiquement pour lui par la plante. Donc ça a une importance énorme. Un tiers de nos cultures, par exemple, ne peuvent pas produire des graines sans les pollinisateurs, et dans les populations naturelles aussi, c'est absolument vital pour plein de plantes. Il
Il y a aussi des associations mutualistes très importantes entre des plantes et des champignons, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Vous voyez ici une coupe de racines de plantes avec le champignon autour, donc qui forme une interaction très fine, avec de temps en temps même des cellules imbriquées les unes dans les autres. Et donc on voit ici les racines des plantes et le mycélium du champignon, donc qui est au contact, là, il forme des structures spécialisées d'échange. Et la plante, donc, avec sa photosynthèse, arrive à synthétiser différents sucres qu'elle redonne aux champignons dans ces mycorhizes. Et en échange, le champignon peut faire des filaments beaucoup plus profonds dans le sol, acquérir de l'eau, des nutriments, du phosphore, de l'azote, qui redonne à la plante. Donc c'est vraiment un mutualisme. Les deux en bénéficient. Et il y a même des réseaux qui peuvent s'échanger avec différentes plantes qui sont reliées entre elles par le même mycélium, ou au contraire, ici comme si cette orchidée qui a son propre mycélium qui ne fait pas d'interaction avec les autres plantes. Donc c'est une interaction bénéfique des deux côtés, mais dans toutes les interactions, même bénéfiques, on avait vu chez les fourmis, c'est pas tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a aussi évolution de tricheurs de temps en temps, parce qu'évidemment ça peut être avantageux. On peut imaginer par exemple qu'il peut y avoir un génotype mutant de champignon qui apparaît et qui prend les sucs de la plante mais sans rien donner en retour, il garde tout pour lui, ou inversement une plante qui va récupérer l'eau et les nutriments du champignon et rien donner en retour. On a montré expérimentalement que les plantes et les champignons sont capables de détecter les tricheurs et de ne pas leur en donner. Si expérimentalement, par exemple, on met à pousser des racines de plantes et des champignons, et dans un milieu où il n'y a pas d'azote ou de phosphore, donc le champignon ne peut rien donner à la plante, on s'aperçoit que la plante, elle ne leur donne plus rien aux champignons, et inversement. Et c'est très important parce que effectivement, ces relations mutualistes ne peuvent se maintenir que s'il y a un moyen de punir les tricheurs, sinon ils récupèrent plus de nutriments que les non-tricheurs et ils envahissent les populations. Donc dans toutes ces interactions bénéfiques, il y a toujours des moments où on peut s'apercevoir qu'il y a des tricheurs qui évoluent et donc des moyens de la coévolution, un moyen pour punir ces tricheurs et pour pouvoir maintenir une relation symbiotique bénéfique mutuellement. Et donc les champignons qu'on voit dans les forêts, qu'on ramasse, c'est les fructifications, les structures sexuées de ces filaments mycéliens qui forment des associations avec les plantes. Et donc dans nos forêts, c'est presque plus de la biomasse de champignons que d'arbres. Et c'est plus de 70% des arbres dans nos forêts ne pourraient pas du tout pousser sans les champignons. On voit ici le réseau de racines et ici le réseau de mycélium qui arrive à aller beaucoup plus profond dans le sol. On voit ici un effet des mycorhizes. Donc c'est une boîte où les plantes n'ont pas été mycorhizées. On les a fait pousser sans l'association avec le champignon. Donc là, elles arrivent quand même à pousser, mais on voit beaucoup moins. Elles font beaucoup moins de biomasse que quand on les a associées aux champignons. Et donc les truffes, c'est ce qu'on fait pour arriver à produire des truffes dans les truffières. On mycorhize, c'est un champignon mycorhizien, la truffe. On mycorhize les arbres. Alors on n'a toujours pas compris exactement quelles conditions malheureusement on a été nécessaires pour arriver à induire la production de truffes. C'est encore assez expérimental. D'autres types écologiquement d'associations très importantes, c'est les lichens. Donc ça c'est une association entre des algues et des champignons. Donc c'est la structure ici, c'est principalement du mycélium de champignons. Et l'algue, à l'intérieur, produit de la photosynthèse, donc de la même façon que les plantes, produit des sucres par photosynthèse qu'elle va donner aux champignons. Et en échange, le champignon va chercher de l'eau et des nutriments et procure la structure du lichen. Et donc écologiquement, c'est très important. Il y a plus de 20 000 espèces de lichens répertoriées. C'est des espèces, des associations très sensibles à la pollution, par exemple, donc ils sont utilisés comme marqueurs de pollution parce qu'ils disparaissent assez vite. Et même nos cellules, nos propres cellules animales et toutes les cellules végétales, c'est des associations symbiotiques. Donc, toutes les cellules animales ont des mitochondries, donc qui font de l'énergie par synthèse d'ATP. Et les mitochondries, c'est des anciennes bactéries qui sont retrouvées en symbiose avec la cellule animale et même végétale. Elle a aussi des mitochondries. Donc c'est une association qui s'est faite très tôt
dans l'arbre de la vie à la naissance des eucaryotes. Et les mitochondries ont encore de l'ADN à l'intérieur, hein, elles s'autorépliquent, elles ont... alors il y a un certain nombre de gènes qui ont migré dans le noyau des cellules eucaryotes, mais elles ont encore leur propre ADN et elles se multiplient, et c'est donc des anciennes bactéries un peu domestiquées par les cellules eucaryotes. Et les chloroplastes, hein, de la même façon, c'est des anciennes cyanobactéries domestiquées par les végétaux. Donc là, on a vu des mutualismes obligatoires. Hein. Une espèce ne peut pas se maintenir sans l'autre espèce. Il y a aussi d'autres types de mutualismes non obligatoires. Chaque espèce en bénéficie, mais elle peut quand même vivre sans. Donc par exemple, ces oiseaux qui enlèvent les ectoparasites sur des gros animaux, donc ils se nourrissent de ces ectoparasites et le mammifère ici est débarrassé de ces parasites, ou des animaux comme ça qui vont disperser les graines des plantes. Donc pareil, les plantes produisent des fruits avec des ressources, du sucre ou des lipides, ce qui incite les animaux à aller les chercher pour les manger, et du coup soit à les stocker un peu partout, les oublier, et ça permet aux plantes de germer un peu plus loin, ou déféquer un peu plus loin avec les graines à l'intérieur, ce qui permet de disperser les plantes. Donc ici aussi, hein, le fait de manger des fruits pleins de ressources, ça permet d'aller disperser les graines plus loin. Et il y a même des associations entre espèces très différentes. Ici, ces daims sont associés avec ces singes et ils se protègent mutuellement, ils préviennent de l'arrivée d'un prédateur mutuellement. Ils forment des associations symbiotiques comme ça, non obligatoires. Donc, il y a aussi les parasites. Hein. Alors pour le coup, c'est un effet très délétère sur l'hôte. Donc en général, c'est un peu comme des prédateurs, sauf qu'en général, ils sont plus petits que leurs hôtes. Donc ici, on a un tic, donc le virus de la Covid, le parasitoïde, on a vu qui mangeait la chenille vivante. Il y a aussi d'autres types de parasites comme le coucou. Hein. Donc, le coucou, c'est un oiseau parasite. Hein. Il pond ses œufs, la femelle pond un œuf dans le nid d'un autre oiseau. Et elle a évolué d'ailleurs un mimétisme assez impressionnant où on ne voit pas très difficilement la différence entre l'œuf de coucou et l'œuf de l'espèce parasitée. Et donc il y a une seule espèce de coucou, mais avec plein de lignées maternelles qui est capable de parasiter plein d'espèces d'oiseaux différents, et chaque lignée est capable d'imiter les œufs de l'espèce qu'elle parasite. Donc le bébé coucou éclot en premier et vire par-dessus bord les œufs de l'espèce hôte, et est le seul à rester dans le nid et se fait nourrir par l'espèce hôte, alors qu'il ne ressemble pas vraiment. Hein. Mais donc l'espèce hôte se fait manipuler complètement, et ce qui est dans son nid, c'est son bébé, elle le nourrit. Donc c'est un oiseau parasite. Donc il y a évidemment plein de parasites et pathogènes qui ont une importance énorme sur notre propre espèce, hein, l'espèce humaine, comme la grippe espagnole qui avait fait des millions de morts pendant la guerre, donc le virus du sida. Ça, c'est le Phytophthora qui avait fait une famine en Irlande qui avait décimé toutes les productions de pommes de terre, et donc avait fait 1 million de morts, 1 million de déplacés par un pathogène envahissant. Donc il y a beaucoup de pathogènes de culture qui nous embêtent bien, qui font pourrir des fruits. On avait déjà vu l'exemple de la tavelure du pommier, le mildiou sur la vigne, qui est aussi un pathogène envahissant. On verra la semaine prochaine, qui est venu... qu'on a importé en fait des États-Unis, qui étaient sur les vignes sauvages aux États-Unis. Et au début du siècle dernier, il y avait le phylloxéra sur les vignes, hein, donc des petits insectes qui parasitaient les vignes. Et donc on a importé des porte-greffes résistants des États-Unis, et malencontreusement on a apporté le mildiou avec, qui s'est rapidement dispersé sur tous les vignobles du monde entier, ou une bactérie qui est en train de décimer les oliviers, mais donc on reviendra aussi là-dessus la semaine prochaine, hein, mais parce qu'on ne plante pas assez de variabilité génétique, on plante les mêmes variétés sur des hectares, et donc forcément un pathogène qui arrive à s'adapter à un de ces individus-là arrive à s'adapter à tous les individus de la culture et fait des dégâts énormes. Donc c'est vrai sur les cultures, c'est vrai dans les populations naturelles, dans les écosystèmes. Il y a aussi plein de pathogènes envahissants
qui déciment des écosystèmes. Pareil, on y reviendra dessus la semaine prochaine. Un Phytophthora, par exemple, qui décime des forêts en Australie, à tel point qu'on n'a plus le droit d'aller dans les forêts ou même de ressortir avec de la terre sur les pieds ou d'importer un petit bout de bois des forêts, tellement ils ont peur de la dispersion de ces pathogènes. Donc les pathogènes ont une importance du coup en termes de mortalité énorme, et du coup ça a une importance énorme sur l'évolution des espèces. Comme c'est une force évolutive énorme, il y a plein d'adaptations pour éviter d'être malade. Où on avait vu la sélection sexuelle, le fait que chez plein d'espèces, les mâles aient des couleurs très vives ou des ornements extravagants. On peut expliquer ça souvent pour montrer aux femelles qui sont capables d'éviter les parasites, notamment la couleur rouge. C'est des caroténoïdes qui sont aussi essentiels pour le système immunitaire, et donc en mettre beaucoup dans son plumage alors que ça attire les prédateurs sur soi, ça montre qu'on arrive à acquérir plein de caroténoïdes et donc on a moins de parasites. Et effectivement, il y a des corrélations qui sont faites. Les mâles les plus rouges ont le moins de parasites, ou de montrer qu'on n'a pas d'ectoparasites. Donc ça a en retour des conséquences écologiques énormes, mais aussi évolutives. Et ça a aussi des conséquences énormes sur les populations humaines. Donc je vous conseille cet excellent livre de Gerd Diamond, qui a été traduit en français aussi, qui essaye d'expliquer par exemple pourquoi est-ce que les sociétés occidentales ont dominé le monde, au moins pendant longtemps. Et donc c'était à cause des germes, des fusils et de l'acier, mais en grande partie à cause de leurs microbes. On peut montrer avec ces modèles aussi tout simples, écologiques, que plus une population d'hôtes est grande, plus elle maintient un nombre de parasites énorme. Et donc l'agriculture qui a été inventée dans les sociétés occidentales a permis d'augmenter les tailles de population de façon énorme. Il y avait une proximité avec le bétail énorme qui a permis aussi d'acquérir plus de pathogènes. Donc globalement, les populations occidentales avaient beaucoup plus de pathogènes différents et plus virulents que des populations indigènes qui sont allées coloniser. Et donc en particulier, le succès de Christophe Colomb, c'était au moins autant en partie dû au virus qu'ils ont apporté et qui a disséminé les populations locales comme la variole que à leur dominance autre militaire ou autre. Donc globalement, à toutes ces interactions entre espèces, des niches écologiques, donc on voit ici un réseau d'interactions entre des prédateurs qui est différents niveaux de prédation et d'interaction entre tous les niveaux. Donc là, c'est un réseau très simplifié. Mais donc on voit bien que toutes ces interactions positives, négatives, entre plein d'interactions, plein d'espèces différentes dans le milieu, et donc avec certaines espèces, donc s'il y a une espèce qui disparaît, il y a plein d'autres espèces qui vont avoir soit ça va leur faire un effet positif ou un effet négatif, et c'est très difficile de prédire dans un réseau comme ça si une espèce disparaît, qu'est-ce que ça va donner sur les autres espèces et sur l'abondance des autres espèces. Et on en reviendra aussi la semaine prochaine. Et donc en fait les réseaux c'est plutôt comme ça, des réseaux entre des milliers d'espèces. Dont certaines sont dépendantes d'autres au contraire sont affectées négativement. Et donc on essaye en écologie de prédire, notamment avec des modèles, comment ça régule, comment ces écosystèmes fonctionnent et quel effet ça peut avoir si une espèce disparaît. Donc on va voir des exemples de ces différents types d'interactions chez les fourmis. Donc là, c'est la fourmi d'Argentine qui attaque une autre fourmi. Donc il y a des relations mutualistes, par exemple, plante-fourmi, avec des interactions facultatives où les fourmis dispersent les graines. Elles vont chercher les graines, elles les ramènent à leur nid pour s'en nourrir, et de temps en temps, elles en perdent un peu plus loin, et qui va germer, et donc ça permet de disperser les graines. Elles pollinisent aussi un peu les plantes. Alors, ce n'est pas des pollinisateurs très efficaces, en particulier parce qu'elles ne peuvent pas voler d'une plante à l'autre, mais quand même, elles arrivent localement à disperser un peu du pollen d'une fleur à l'autre. Mais un des mutualismes les plus importants écologiquement et assez frappants, c'est les mutualismes plantes-fourmis. En particulier dans les forêts tropicales, la biomasse des plantes associées aux plantes-fourmis est plus importante que la biomasse des mammifères. Écologiquement, il y a des milliers d'espèces impliquées, différentes. Et donc, c'est des plantes qui fournissent un abri et de la nourriture aux fourmis et qui, en échange, protègent ces plantes
contre des agresseurs, des herbivores, d'autres plantes en compétition. Donc on voit par exemple ces structures ici produites par la plante rondes, elles sont creuses à l'intérieur, fait exprès pour abriter une colonie de fourmis. Hein. Et là, il y a une reine qui vient faire un trou et qui s'en sert comme nid à élever ses larves ici, ses œufs. On voit ici, même dans les tiges ici, on voit des petites cages creuses faites spécifiquement, qui ont évolué spécifiquement pour abriter les colonies de fourmis. Et ici, avec des organes spécialisés par la plante pour nourrir les fourmis, hein, ça ne sert à rien d'autre qu'apporter des nutriments aux fourmis symbiotiques qui protègent la plante. Là, on voit une fourmi qui garde l'entrée du nid dans ces structures qu'on appelle des domaties, qui abritent des structures creuses produites par la plante pour abriter les fourmis. Donc là, on voit des fourmis qui gardent la plante et qui essayent d'éjecter une autre fourmi qui essaye d'arriver et profiter des ressources de la plante. Là, pareil, il y a des fourmis qui essayent d'exclure une intruse qui arrive sur sa plante. Ici, c'est une reine fourmi qui arrive sur une plante et qui creuse son nid. Initialement, elle creuse la domatie pour aller s'installer. Donc ça, c'était des plantes cécropia. Il y a aussi des acacias qui produisent ces racines, ces épines creuses. Donc pareil, les fourmis font un trou pour arriver dans les épines creuses et fonder leur nid. Et donc la plante fournit donc soit ces structures spécialisées, soit ces structures qui produisent du nectar, hein, donc spécifiquement pour ces fourmis, pour les fidéliser sur son nid. Donc pareil, il y a plein d'espèces différentes, hein, avec plein de structures différentes, faites spécifiquement pour nourrir leurs fourmis symbiotiques. Ici, des corps de Belcian très riches en lipides, en protéines pour nourrir les fourmis spécifiquement. Là, on voit une fourmi qui est en train d'essayer d'attaquer le photographe qui s'approche trop de sa plante. Hein. Elle le mord pour arriver à mettre son abdomen en position pour lui planter son dard à l'intérieur. Et donc les fourmis, elles patrouillent, hein. Elles excluent les herbivores qui peuvent arriver pour attaquer sa plante, elles excluent les plantes qui peuvent arriver pour être en compétition avec sa propre plante. Hein. Il y a même ce qu'on appelle des jardins du diable, parce que c'est des espaces ouverts au milieu des forêts, où il y a ces plantes à fourmis qui sont installées, donc qui produisent aussi ces structures creuses dans lesquelles ces fourmis symbiotiques s'installent. Et donc les fourmis, dès qu'il y a une petite plantule qui essaye de s'installer, elles mettent un maximum d'acide formique pour tuer la petite plantule, pour pas qu'elle soit en compétition avec sa plante hôte. Et comme ça, elles arrivent à dégager un gros espace libre, ouvert, en pleine forêt, pour sa propre plante symbiotique. Donc là, on voit l'effet. Donc ça a été une expérience qui a été faite par Rumsey Blatrix à Montpellier, donc avec une plante où il avait laissé les fourmis symbiotiques et une plante où il avait expérimentalement enlevé la colonie de fourmis. Et on voit au bout de quelques temps, effectivement, cette plante qui n'est pas protégée par les fourmis, elle est mangée par les herbivores, alors que cette plante-là, pas du tout. Donc les fourmis protègent très efficacement leurs plantes contre les herbivores. Mais bon, comme toujours, il y a des parasites et des exploiteurs qui peuvent évoluer. Il y a cette fourmi-là qui est capable de s'installer dans ces plantes à fourmis, mais qui prend juste les ressources sans défendre la plante. Pareil, de la même façon, on peut observer la même espèce de plante avec cette fourmi parasite qui s'est installée sur sa plante. Donc elle ne la défend pas du tout, elle prend juste le nectar et les ressources, alors que quand la plante a sa propre fourmi symbiotique, elle la défend efficacement contre les herbivores. Du coup, il y a une coévolution entre les fourmis et les plantes. En particulier, donc, ces plantes-là, elles ont évolué des trous, des régions d'entrée dans leur domatie assez particulières par onde, et qui correspondent vraiment à la tête toute plate de leur propre fourmi symbiotique pour éviter que d'autres fourmis arrivent à rentrer dedans et à les parasiter, à prendre leurs ressources sans les défendre. Donc c'est quelque chose vraiment dans les relations écologiques, toujours dès qu'il y a des ressources, des relations symbiotiques, il y a des mécanismes qui évoluent pour éviter les tricheurs qui bénéficieraient des ressources sans donner en retour ce qui est prévu.
Et il y a aussi des conflits dans les relations plantes-fourmis. Hein. Même les fourmis symbiotiques et leurs plantes symbiotiques, par exemple, cette plante-là, dans son nectar, elle produit une petite molécule qui empêche la fourmi d'aller se nourrir ailleurs, de se nourrir du sucre d'autres. Donc, pour arriver à utiliser le sucre du nectar, les fourmis elles utilisent une invertase qui permet de métaboliser le sucre. Et bien, dans son nectar, la plante, elle produit une inhibitrice de ces invertases qui fait que la fourmi elle est plus capable de métaboliser le sucre et donc elle est obligée de se nourrir spécifiquement sur sa plante qui produit un nectar avec d'autres nutriments que du sucre. Donc elle manipule sa fourmi pour la rendre plus fidèle. Un autre type de mutualisme qui implique les fourmis et qui a aussi une importance écologique énorme, c'est un mutualisme fourmi-champignon. Donc là, c'est les fourmis, elles cultivent du champignon pour s'en nourrir. Une grande partie de la nourriture des adultes est constituée de ce champignon. Et les larves de ces espèces-là se nourrissent que de ce champignon-là. Et donc les fourmis donnent à manger aux champignons sous forme de feuilles qu'elles vont chercher, elles vont couper des morceaux de feuilles qu'elles amènent aux champignons, elles élèvent le champignon, elles le coupent pour qu'il pousse optimalement. Donc on va voir, c'est aussi des fourmis atta principalement, qu'on appelle même défoliatrices. Elles peuvent avoir des conséquences énormes sur les cultures. Elles peuvent par exemple faire des baisses de 10% des cultures localement, ou même empêcher les forêts de pousser. On a pu montrer qu'il y avait une réduction de biomasse de 15% des forêts due à ces fourmis atta qui récupèrent un maximum de feuilles pour aller nourrir leurs champignons. Donc on voit ici un chemin de fourmis atta qui ramène plein de morceaux de feuilles à son nid pour en nourrir le champignon. Donc là, c'est la reine fourmi avec les ouvrières qui sont en train de se nourrir de champignons. Donc ça, c'est le mâle, les mâles de ces espèces-là. Donc là, juste avant le vol nuptial, pour aller s'envoler, les soldats et les ouvrières qui sont en train de couper des morceaux de feuilles. Et donc, ils forment des structures, des nids énormes. Donc là, c'est des chercheurs qui ont coulé du ciment dans un nid de fourmis atta pour voir un peu comment il était organisé et après qu'on enlevé la terre autour. Donc, on voit toutes les petites chambres de ce nid. Et donc, les fourmis sont capables de réguler l'humidité, la température dans ces nids-là de façon optimale pour la croissance du champignon. Elles le taillent, elles le nourrissent, vraiment, elles cultivent le champignon. Le champignon, en retour, il produit des ifs un peu spéciaux, spécifiquement, un peu comme les plantes, spécifiquement faits pour nourrir les fourmis, plein de nutriments, très riches en nutriments. Et les fourmis aussi ont des organes spécialisés dans lesquels elles élèvent des bactéries qui leur permettent d'éliminer les champignons parasites de leurs champignons symbiotiques. Donc on voit ici les bactéries. Là, cette fourmi-là, elle en est recouverte même complètement. Ici, c'est la bactérie qu'on arrive à élever sur boîte de pétri. Et donc, elle produit des antibiotiques. Donc, la fourmi répand ces antibiotiques sur le champignon, qui lui-même est résistant à ces antibiotiques-là, et qui élimine des champignons parasites qui, sinon, peuvent complètement détruire son propre champignon. Et donc, une reine fourmi de ces espèces-là, quand elle part fonder un nouveau nid après son vol nuptial, elle emporte un petit bout de son champignon pour fonder sa nouvelle colonie. Et ça, cette association entre des insectes et des champignons est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution, et chez des termites, chez des fourmis, chez des coléoptères. Là, on voit la phylogénie des termites, des fourmis, des coléoptères, et ici à droite, la phylogénie des champignons. En noir, les champignons symbiotiques, et en gris, ceux qu'on ne trouve pas associés à des fourmis, qu'on trouve plutôt dans le sol. Et donc on voit qu'il y a plusieurs branches noires, en particulier associées à des fourmis, qui sont apparues. Donc il y a plusieurs origines indépendantes de l'association de ces champignons avec des fourmis. On voit à la base ici, ce n'était pas symbiotique, et il y a eu ici plusieurs évolutions indépendantes de champignons qui se sont associés à des fourmis et qu'on trouve spécifiquement associés à ces fourmis. Mais là encore, il y a des conflits. C'est une association mutualiste, mais qui est du coup aussi sujet à exploitation. Et donc, par exemple, les fourmis empêchent le champignon de pousser en dehors de la colonie, parce que ça serait du mycélium produit qui ne leur serait pas directement utile à elles.
et qui donc utiliseraient leurs ressources qu'elles donnent à elles aux champignons, mais pour aller faire autre chose, et en particulier pour faire les fructifications du champignon, ces structures sexuées. Les fourmis empêchent le champignon de faire ses fructifications, elles le coupent, donc elles empêchent le champignon d'utiliser les ressources qu'elles lui produisent pour aller faire autre chose, du mycélium plus loin ou des fructifications des structures sexuées. Il y a aussi des fourmis qui font ce qu'on appelle des jardins de fourmis. C'est Jérôme Aurivel à Toulouse qui étudie ces associations. Donc, c'est des fourmis qui plantent des graines pour se faire leur nid. Donc, elles vont spécifiquement chercher des graines, les planter, apporter du matériel organique pour que les plantes arrivent à pousser, et elles font leur nid à l'intérieur, et elles font pousser leur nid en apportant de plus en plus de graines et en cultivant vraiment ces plantes pour s'en faire un nid. D'autres types de mutualisme chez les fourmis, c'est l'élevage. Elles arrivent carrément à élever des animaux. On a vu qu'elles avaient inventé l'agriculture, elles ont aussi inventé l'élevage, en particulier avec ces cochenilles. Elles les protègent de prédateurs, elles les amènent sur des plantes. Donc c'est des cochenilles, ça se nourrit de la sève des plantes, ça prend le sucre des plantes. Donc les fourmis les protègent des prédateurs, et en échange, les cochenilles donnent du miella sucré aux fourmis. Elles font pareil avec des pucerons. On voit ici un puceron qui est en train de donner une goutte de miella sucré aux fourmis. Donc c'est une association symbiotique. La fourmi protège les pucerons, les cochenilles, et les bouge d'une plante à l'autre pour qu'ils aient à manger, et en échange, les pucerons, les cochenilles leur donnent du sucre. Pareil avec des cicadelles ici. Là, des fourmis avec des pucerons, et pareil, il y a plein d'espèces impliquées, plein de ces types d'associations. Donc, chez les fourmis, donc, il y a aussi de la compétition. Ici, la fourmi d'Argentine avec une espèce locale. On voit ici une fourmi qui est en train de lever son abdomen et de produire une goutte de liquide toxique volatile pour essayer d'éloigner cette fourmi-là de son nid. Là, on voit une trace de compétition. Il y a dû y avoir une bataille entre ces deux fourmis, et là, il ne reste plus que la tête de cette fourmi-là qui était accrochée à son antenne et qui a dû se faire décapiter par celle-là. Là, on voit une fourmi, pareil, qui est en train d'essayer de déposer une goutte de liquide toxique sur cette fourmi-là. Il y a aussi de la compétition intra-espèces. On avait vu dans le cours sur l'altruisme, autant au sein de chaque colonie, il y a un altruisme entre les ouvrières, avec la reine, mais entre colonies différentes, entre familles différentes, il y a de la compétition, et elles se battent pour les ressources et pour conserver leurs ressources et éviter de se faire exploiter par les autres individus d'une autre espèce, mais aussi de la même espèce. Des exemples de prédation chez les fourmis, donc ça, c'est une araignée mimétique de sa proie, cette fourmi eucophile. On voit qu'elle a vraiment évolué pour avoir la même couleur, pour avoir sur son abdomen ce qui pourrait ressembler aux yeux de la fourmi. Et donc comme ça, elle arrive à s'approcher de ses proies et à les manger plus facilement. Et ça, pareil, ça a évolué plein de fois indépendamment. Ici, en haut, c'est des araignées mimétiques de leur proie, les fourmis en haut. Et donc leur 8e patte sert à imiter les antennes des fourmis. Et donc les fourmis voient trop tard en général que ce n'est pas une autre fourmi mais une araignée. D'autres systèmes assez impressionnants de prédation des fourmis, donc c'est ces larves de ces insectes-là, les fourmilions, qui font des trous dans le sable et qui se mettent au fond du trou. Et donc les insectes qui passent, et en particulier une fourmi, ils tombent dans le trou, la larve est au fond du trou, la gueule ouverte, en train d'essayer de manger sa proie. Là, c'est des adaptations de fourmis pour la prédation. Donc, elles ont des mandibules en permanence ouvertes à 180 degrés et qui se relâchent avec un espèce de ressort sur de la proie extrêmement rapidement. Les fourmis se font aussi manger donc là, par des araignées. Là, il y a des mouches qui sont en train d'essayer de pondre pour mettre leurs larves dans une fourmi qui vient d'être tuée par une araignée. Là, on voit ici une mouche qui est en train d'essayer de
voler de la nourriture à une fourmi. Donc, vous savez que les fourmis, entre elles dans la colonie, elles se passent de la nourriture par trophalaxie. Donc, elles se font des petits coups d'antenne pour se passer la nourriture dans leur jabot, d'un jabot à l'autre. Ces mouches-là, elles ont évolué une manipulation de ce phénomène-là. Elles font le même genre de trophalaxie. Elles volent la nourriture des fourmis par ce même système. Ici, vous voyez ici un acarien sous la bouche de la fourmi, donc il est accroché et il récupère la nourriture, pareil, là, lors des trophalaxies qui se passent, il en récupère. Il y a pas mal d'acariens qui parasitent les fourmis, qui s'accrochent un peu partout et qui essayent de récupérer un peu les ressources qui traînent dans la colonie. Il y a même des insectes donc évolué plein d'adaptations pour parasiter donc les nids de fourmis, ça représente des ressources énormes. Soit les larves elles-mêmes peuvent être mangées ou les nourritures qui sont données aux larves. Et donc ça, c'est la larve de cette mouche-là. Donc, vous voyez, elle a vraiment une structure assez étrange. D'ailleurs, pendant longtemps, on n'a vraiment pas su ce que c'était. On a même pensé que c'était un mollusque avant de s'apercevoir que c'était la larve de cette mouche-là. Et donc, en fait, elle mange le couvain des fourmis. Et donc, les fourmis, normalement, elles ont évolué justement pour éviter de se faire exploiter une reconnaissance, en particulier par les odeurs, très efficaces. Elles sont capables de reconnaître d'autres espèces de fourmis ou d'autres familles de fourmis d'une autre colonie pour éviter qu'elles pénètrent dans leur nid. Mais il y a plein de parasites qui ont évolué des adaptations à produire exactement les mêmes odeurs que la fourmi qui parasite et qui arrivent comme ça à passer inaperçues, voire à se faire nourrir par les fourmis qui les prennent pour du couvain. Ici, pareil, un petit coléoptère qui arrivait à s'introduire dans le nid, à passer inaperçu et à se nourrir de couvains de fourmis. Là, une autre espèce de coléoptère, pareil, dans un nid de fourmis et qui récupère la nourriture, les ressources de la colonie. Donc, il y a évidemment aussi des parasites de fourmis. On voit ici un énorme ver parasite qui a mangé la fourmi vivante jusqu'à la tuer pour arriver à sortir. Il y a ces mouches-là aussi qui pondent leurs œufs dans les fourmis. En une fraction de seconde, elles arrivent à pondre un œuf et leur larve va se développer doucement dans la fourmi vivante jusqu'à... et à la fin, elle se loge dans la tête. Elle produit des molécules qui coupent la cuticule et elles finissent par se développer. Il n'y a plus que la tête de la fourmi qui reste. Elle se développe jusqu'à sortir de la tête après avoir digéré à l'endroit où il y a les mandibules. Pareil, une autre espèce d'insecte qui est en train d'essayer de piquer une fourmi, bien qu'elle ait des piquants ici pour se défendre, en train d'essayer de la piquer pour lui injecter ses larves pour s'en nourrir la fourmi vivante. Les champignons parasites de fourmis, et qui font... Donc ici, on voit une fourmi parasitée par un champignon, et là, les structures sexuées du champignon qui sont produites pour disperser ses spores. Et donc ça, pareil, ça a une importance écologique assez énorme. Il y a plein de ces espèces de champignons parasites, et ça produit même des fourmis zombies. C'est-à-dire que le champignon est capable de pousser à l'intérieur de la fourmi et jusqu'à son cerveau et à remplacer des nerfs et à contrôler le comportement des fourmis. Et donc elles ont un comportement, c'est pour ça qu'on appelle ça les fourmis zombies, parce qu'elles ont un comportement un peu erratique et aberrant par rapport à leurs comportements normaux, mais qui favorise la dispersion du champignon. En particulier, souvent, au lieu de se cacher, les fourmis parasitées comme ça vont aller le plus haut possible dans la végétation, s'agripper à la plante la plus haute et rester là au moment, et le champignon se met à se développer et à produire ses structures, et du coup, de là, il peut disperser le mieux ses spores du point le plus haut de la végétation. Il y a aussi des fourmis qui parasitent d'autres fourmis. Alors il y a du parasite, donc on appelle ça du parasitisme social, c'est-à-dire qu'elles profitent de la structure sociale des autres fourmis. Ici, par exemple, on a une toute petite reine qui s'accroche au dos d'une autre grande reine et qui pond des œufs comme ça discrètement dans la colonie, qui sont élevés par les autres fourmis, par les ouvrières qui ne s'en rendent pas compte, et qui produisent ainsi des reines de la fourmi parasite qui vont aller disperser et parasiter un autre nid. Et il y a plein de fourmis comme ça, parasites d'autres fourmis, donc par exemple, soit qui s'introduisent, ici c'est une reine fourmi qui s'est introduite dans le nid d'une autre espèce, et pareil, en imitant ses odeurs de façon incroyable, les ouvrières croient que c'est leur propre reine, et elles viennent s'en occuper, l'aider à pondre, nourrir ses œufs, jusqu'à ce que tout petit à petit, toutes les ouvrières de la colonie sont remplacées par les ouvrières de cette reine-là,
Donc, ce qui lui évite, par exemple, d'avoir le risque, parce que fonder un nid tout seul, au départ, il n'y a aucune ouvrière pour aider la reine, donc c'est très risqué et souvent ça rate. Là, ça lui permet d'avoir déjà un nid avec plein d'ouvrières à disposition qui vont s'occuper de ses premiers œufs. Et il y a même les fourmis légionnaires, hein, qu'on appelle les écytones, qui font des raids, qui vont à une vitesse impressionnante, avec un nombre impressionnant, et elles font des raids dans d'autres colonies pour aller voler du couvain déjà produit d'ouvrières, les ramener à leur nid pour avoir des ouvrières sans avoir le coût de les avoir produits. Et elles en font des esclaves, hein, on les appelle aussi les fourmis esclavagistes. Donc ça, c'est des raids de fourmis esclavagistes. On voit qu'elles ont piqué le couvain des autres fourmis, elles les ramènent à leur nid, et les ouvrières qui éclosent dans le nid des écytones, elles croient qu'elles sont dans leur nid, elles aident la reine locale, et donc elles produisent de la main-d'œuvre gratuite en termes de production. Là, pareil, une autre espèce, on voit une espèce de fourmi qui aide les reines d'une autre espèce. Ici aussi, une ouvrière qui s'est fait tromper et qui soigne la reine d'une autre espèce. Donc, il y a, encore une fois, il y a plein d'espèces avec des niches écologiques très différentes, des interactions entre espèces qui forment ces écosystèmes très complexes. Et donc stable globalement, mais donc on reverra la semaine prochaine, ça ne veut pas dire fixe. Mais on va voir donc comment on peut expliquer la distribution de la biodiversité à l'échelle de la planète, et en particulier, est-ce que ces notions de niche écologique d'interaction entre espèces nous aident à expliquer la distribution de la biodiversité, qui n'est souvent pas homogène sur la planète. Donc on avait vu ce que c'est que la biodiversité, hein, c'est des espèces différentes et plein de types d'espèces différentes, que ce soit des micro-organismes, aux animaux, aux plantes, aux protistes, les eucaryotes unicellulaires. Mais c'est aussi la diversité au sein des espèces. Hein. On avait vu l'exemple du chien. Donc les races de chiens, c'est tous la même espèce, c'est la même espèce que le loup gris. Mais on voit que c'est des formes très différentes. Et on a vu le concept d'adaptation locale. Hein. Il peut y avoir de la diversité génétique au sein des espèces qui est fonctionnellement très importante. Donc une espèce, au sein d'une espèce, tous les individus ne sont pas identiques et interchangeables. Chez le tigre, on avait vu, hein, il y a 8 sous-espèces différentes, dont 3 ont déjà disparu, et chacune était adaptée à son environnement local. Donc on dit que le tigre n'a pas disparu, mais il y a des sous-espèces qui ont déjà disparu avec des spécificités fonctionnelles et génétiques différentes. On avait vu donc la biodiversité et la diversité génétique au sein de ces espèces de papillons avec des formes très différentes, et chacune est spécifiquement adaptée à mimer une autre espèce toxique pour échapper à des prédateurs. La diversité génétique au sein des populations humaines, hein, qui correspond à des adaptations à des environnements différents, à des luminosités différentes. On a pu montrer qu'il y a des adaptations à l'agriculture par la persistance de la capacité à digérer le lactose à l'état adulte, des adaptations à l'altitude, à des teneurs faibles en oxygène. Donc il y a des adaptations locales chez l'espèce humaine aussi. Mais donc il y a aussi une diversité. Donc il y a une diversité en espèces, une diversité au sein des espèces. Mais même la diversité entre espèces, elle n'est pas toujours équivalente. Là, vous voyez, vous avez 12 espèces. Là, vous avez 12 espèces. Mais on voit bien que la diversité est différente. Là, c'est 12 espèces de batraciens. On voit bien que la diversité phylogénétique est plus restreinte que si on a 12 espèces, y compris des arbres, des champignons, des fougères, des insectes et des mammifères. Donc, quand on parle de biodiversité, souvent on l'entend en termes de nombre d'espèces. Et c'est toujours la métrique qu'on utilise, c'est la plus pratique à utiliser. Mais il faut bien se rendre compte que ça a des limites parce que ça ne prend pas en compte cette diversité génétique au sein des espèces. Et pour l'instant, ça prend encore très peu en compte cette diversité phylogénétique. Si on regarde la diversification d'une lignée au cours du temps, un peu une généalogie des espèces, on voit que si cette espèce-là disparaît, celle-là ou celle-là, on n'aura pas perdu la même diversité. On peut imaginer que là, il y a une évolution de cette lignée depuis beaucoup plus longtemps séparée de ces autres-là. Donc elle a dû acquérir pendant tout ce temps-là beaucoup plus de spécificités différentes. Donc ça, c'est des choses que les métriques de mesure de la biodiversité sont en train d'essayer d'incorporer pour essayer de le prendre en compte, à la fois la diversité intra-espèce, mais aussi interespèce. Donc il y a une distribution de la biodiversité en termes d'espèces. Aussi, on peut imaginer regarder la distribution de la biodiversité en termes de biomasse.
de chaque classe. Et donc si on regarde la biomasse, par exemple, on voit sur la planète, les plantes forment la majorité de la biomasse, et très largement. Ensuite, c'est les bactéries, ensuite les champignons, les archées et les protistes. Et on voit que les animaux, ils sont dans ce tout petit carré-là. Et au sein des animaux, c'est les arthropodes, poissons, qui représentent la plus grande quantité de biomasse, annélides, mollusques, les hommes, le bétail, et toutes les espèces animales sauvages sont mammifères dans ce tout petit carré-là. Si on le représente, si on fait un zoom par exemple sur les mammifères, on voit que la majorité de la biomasse des mammifères, c'est le bétail, l'homme, et la biomasse des espèces sauvages est extrêmement restreinte. On peut aussi regarder la distribution de la biodiversité en nombre d'espèces décrites par la science, ce qui ne représente pas forcément le nombre d'espèces réelles. Donc on voit ici chaque groupe représenté à la taille du nombre d'espèces qui a été décrite avec des noms latins répertoriés. Donc on voit les insectes sont très largement avec un nombre d'espèces décrites le plus important, les champignons, les plantes, les arachnides. Et encore une fois, les mammifères représentent un tout petit nombre par rapport à cette biodiversité en termes de nombre d'espèces décrites. Alors évidemment, il y a certains milieux qui ont été sous-étudiés pour l'instant, et donc là, le nombre d'espèces peut refléter plus un manque d'études plutôt que vraiment un nombre d'espèces plus grand. N'empêche que donc, chez les animaux, c'est clair que il y a énormément d'espèces d'insectes différentes. D'ailleurs, Haldane, un évolutionniste, avait dit qu'on lui avait posé comme question qu'est-ce que vous pouvez dire. Un théologien lui avait demandé qu'est-ce que vous pouvez dire sur Dieu en regardant la nature. Il avait dit il a un penchant immodéré pour les coléoptères. Alors, comment on fait pour estimer ce nombre d'espèces ? C'est pas facile. C'est-à-dire sans biais d'observation. Donc, chez les insectes, par exemple, ce qui est fait classiquement, c'est des pièges. On essaie de faire des pièges qui soient avec le moins de biais possible pour essayer de capturer indifféremment même les espèces rares et pas seulement celles qu'on arrive à observer le plus facilement. Donc, par exemple, on peut faire des pièges lumineux la nuit qui vont attirer un maximum d'insectes volants. On peut faire des pièges sur le sol ici, donc avec un trou ici protégé des intempéries et où on va aller récolter régulièrement les insectes qui tombent dans ce trou-là. Pour essayer de voir quels arbres existent sur les canopées, il y avait ces radeaux à canopées au-dessus de la forêt amazonienne pour essayer de récolter des espèces qu'on n'avait pas vues quand on regarde en bas. Alors, il y a une époque où on faisait des approches un peu discutables qui sont heureusement plus utilisées, mais par exemple, il y a des études au début du siècle dernier qui balançaient un gaz toxique sur un arbre pour voir toutes les espèces qui tombaient d'insectes. Alors, mais on s'est aperçu relativement récemment qu'il y avait des environnements qu'on pensait où il y avait peu d'espèces et en fait très riches en espèces. Non seulement, si on avait vu sur les dorsales océaniques, on s'est aperçu qu'il y avait une vie assez foisonnante et une diversité d'espèces, on n'avait aucune idée, y compris, et même pas que sur les dorsales, mais dans les milieux marins, de tous ces protistes, donc ces eucaryotes unicellulaires, mais aussi des bactéries. Et donc là, ce qu'on fait maintenant pour étudier cette biodiversité et ces espèces que le plus souvent, en fait, on n'arrive même pas à cultiver en laboratoire, on ne sait pas comment, on ne sait pas quel rôle fonctionnel ils ont dans les écosystèmes. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on séquence en vrac, on prend par exemple un morceau de sol ou un morceau dans une flaque, un peu d'eau, et on séquence en vrac un morceau d'ADN qui est commun à tous les eucaryotes ou à toutes les bactéries, et on construit un arbre phylogénétique, et donc on arrive comme ça à retrouver des groupes. Et quand on fait ça, on trouve souvent des groupes complètement inconnus et pourtant hyper diversifiés avec plein d'espèces dont on n'avait aucune idée qu'ils existaient. Et on peut trouver dans une mare plus de diversité que chez tous les mammifères, par exemple. Il y a une biodiversité comme ça qu'on est en train d'étudier en séquençant de l'ADN dans des milieux qui étaient encore très peu explorés, qui est inimaginable. Donc on n'a aucune idée du nombre d'espèces sur Terre et ce n'est pas forcément très intéressant. Alors c'est utile quand même si on veut mesurer l'effet de mesure de politique sur la biodiversité, voir si ça permet de maintenir la biodiversité ou pas.
Mais donc si on regarde des estimations du nombre d'espèces dans différents groupes, des différentes estimations qui ont été faites au cours du temps, donc on voit qu'on est encore loin d'arriver à avoir une estimation précise, hein, puisque certaines estimations du nombre d'espèces totales sur la planète sont plus faibles que d'autres estimations du nombre juste d'arthropodes terrestres sur la planète. Ou pareil, des nombres d'espèces dans l'environnement marin sont plus grandes que des nombres d'espèces totales sur la planète. Et ça n'a pas l'air de s'améliorer au cours du temps pour l'instant, de converger ou de... mais bon, c'est pas très grave d'avoir un nombre d'espèces, hein, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est surtout, ça peut être utile pour comparer des environnements par exemple, pour voir si ça diminue au cours du temps ou si des mesures de conservation ont un effet positif sur le nombre d'espèces. Et ça permet de comparer aussi différents milieux, différents endroits sur la planète. Donc par exemple, on s'aperçoit dans plein de groupes, si on regarde la diversité, ici le nombre d'espèces d'oiseaux sur la planète, ben, autour de l'équateur, la diversité est plus riche que quand on s'éloigne de l'équateur. Et c'est vrai pour la plupart des groupes vivants qu'on a étudiés, c'est vrai pour les vertébrés, le nombre d'espèces autour de l'équateur est plus fort que quand on s'éloigne. C'est pareil ici chez les amphibiens, c'est pareil chez les arbres. Par exemple, 1 hectare à Panama, on trouve 200 espèces d'arbres, qui est plus que dans l'ensemble de l'Europe. Donc il y a des différences d'abondance d'espèces à travers la planète assez énormes. Donc on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'espèces dans les régions tropicales? Alors il peut y avoir un effet historique. Hein. Vous savez qu'il y a un certain temps, c'était un seul continent qui s'est séparé petit à petit en plusieurs continents, et donc il y a pu avoir comme ça une séparation d'une lignée ancestrale en plusieurs lignées, des spéciations allopatriques, hein, comme on avait vu dans le cours sur la formation des espèces. Mais surtout, il peut y avoir un impact du climat. Hein. Comme près de l'équateur, il fait plus chaud, il y a plus de ressources primaires qui sont produites, le climat est plus stable, et donc peut-être que ça favorise plus d'espèces plus spécialistes par rapport à des environnements aux plus hautes latitudes où l'environnement est plus changeant, il y a des saisons plus marquées, et donc les espèces ont évolué vers des aptitudes plus généralistes, hein, donc capables de survivre à des gammes plus grandes de température, des gammes plus grandes d'utilisation de ressources, et donc globalement, on avait vu les espèces généralistes, ça occupe une niche écologique plus grande, et contrairement à des endroits plus stables avec plus de ressources localement, qui vont favoriser plus d'espèces plus spécialistes. N'empêche que donc il y a encore des théories en train d'être étudiées sur comment on peut expliquer un nombre d'espèces à un endroit donné, pourquoi il y a tant d'espèces à cet endroit-là et pourquoi il y en a moins ailleurs. Et donc on l'a appelé ça par exemple le paradoxe du plancton, qui est comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a autant d'espèces différentes dans le plancton, hein, donc c'est ces micro-organismes qu'on trouve dans un environnement marin. A priori, il n'y a pas beaucoup de niches écologiques différentes dans un endroit donné de la mer. Comment il peut y avoir une coexistence d'autant d'espèces différentes alors qu'on a vu que normalement si les espèces n'ont pas des niches écologiques différentes, elles ne peuvent pas se maintenir, elles ne peuvent pas coexister. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer une coexistence par exemple dans le plancton d'autant d'espèces différentes au même endroit, donc a priori avec la même niche écologique. Donc déjà, une hypothèse, c'est que ce n'est pas vraiment la niche écologique. Hein. On a vu la niche écologique, ce n'est pas seulement l'endroit où on vit, c'est quelles ressources on utilise. Et peut-être que là-dedans, il y a des espèces qui utilisent différentes ressources, et en particulier il y a peut-être des parasites d'autres espèces, ou des parasites qui utilisent les métabolismes relargués par d'autres espèces, qu'elles sont en interaction positive, négative, donc elles n'ont peut-être pas juste la même niche écologique. Il peut y avoir aussi, peut-être qu'on n'est pas à l'équilibre. Hein, on a vu que les deux espèces ne peuvent pas coexister si elles ont les mêmes ressources, mais à l'équilibre. S'il y a sans cesse une extinction d'espèces, une remigration d'ailleurs avec une immigration de nouvelles espèces, il y a peut-être plus d'espèces qui peuvent se maintenir parce qu'on n'est pas à l'état d'équilibre. Et donc il a été prédit une diversité locale d'espèces qui aurait cette forme-là. S'il n'y a pas souvent des perturbations, les espèces dominantes écologiquement excluent les autres, donc il y a assez peu d'espèces. S'il y a souvent des perturbations, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui arrivent à se maintenir, il y a aussi peu d'espèces. Et peut-être que dans un état intermédiaire, où il y a des perturbations de temps en temps qui remet un peu l'horloge à zéro, ou des nouvelles espèces qui arrivent et qui se maintiennent pendant un certain temps avant d'être exclues par les plus dominantes, peut-être que c'est un endroit où il y a plus d'espèces qui se maintiennent localement.
Donc, il y a eu un test qui avait été fait sur cette hypothèse dans des forêts de Guyane. Donc, ils avaient regardé la richesse en espèces, le nombre d'espèces dans différents endroits, en fonction du pourcentage de plantes pionnières. Alors, les plantes pionnières, c'est en écologie, quand on part d'un milieu nu sans aucune espèce, il y a ce qu'on appelle une succession écologique. Il y a d'abord des petites herbes, puis des buissons, puis des espèces plus grandes, des arbres qui s'installent, ce qu'on appelle le climax. Donc, on appelle une succession écologique au cours du temps. Et donc, ils ont utilisé, ces chercheurs, ce pourcentage de plantes pionnières, les premières qui arrivent à s'installer après une perturbation, comme une estimation du nombre de perturbations dans cet environnement en moyenne. Et donc, ils ont effectivement observé cette jolie courbe, cette relation. Et donc, quand il y a très peu de perturbations, beaucoup de plantes pionnières, il y a très peu d'espèces. Quand il y a très peu de plantes pionnières, peu de perturbations, il y a aussi peu d'espèces. Et à un niveau de perturbation intermédiaire, il y a plus d'espèces. Donc, c'est l'idée qu'on n'est pas à l'équilibre la plupart du temps, ce qui permet de maintenir plus d'espèces que ce qu'on attend à l'équilibre. Il peut y avoir aussi un effet dépendant de la fréquence. On avait vu que les parasites et les autres sont sans cesse en coévolution. C'est l'idée de la reine rouge dans le livre Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Alice court avec la reine rouge du jeu d'échecs, mais elles n'ont pas l'air d'avancer. Donc Alice demande, mais chez moi, quand on court, on arrive quelque part. Et la reine d'échecs dit, oui, mais ici, le paysage, il avance, donc il faut courir pour rester à la même place. Donc c'est une belle image de la coévolution entre des hôtes et des parasites, des proies et des prédateurs, où les parasites évoluent pour être de plus en plus virulents, acquérir le plus de ressources de leur hôte, et en retour, les hôtes évoluent en réponse à cette pression de sélection. Et en particulier, les pathogènes, ils s'adaptent plus efficacement à l'hôte qui est le plus abondant, qui ont la plus grande probabilité de rencontrer dans l'environnement. Et donc, si une plante, par exemple, est très abondante, il va y avoir plein de parasites hyper adaptés à la manger. Et donc, il y a un désavantage à être la plus abondante. Et donc, ça donnerait ce type de courbe où la valeur sélective, la probabilité de survie, le nombre de graines produites, diminue en fonction de l'abondance. Et donc, ça permettrait aussi d'avoir un avantage aux espèces rares et expliquer pourquoi il n'y a pas une espèce compétitivement dominante qui exclut toutes les autres, et donc un maintien d'une certaine diversité. Donc pareil, il y a des tests qui avaient été faits dans des forêts tropicales, donc en récoltant des graines, en mettant des pièges à graines, en regardant ce qui tombe, et en comptant le nombre de graines de différentes espèces et le nombre d'arbres des différentes espèces. Et donc là, c'est des échelles log. On a la densité en graines et la densité en plantules. C'est une échelle log, ça veut dire que la relation, en fait, elle est saturante. C'est-à-dire que plus une espèce est abondante, moins en proportion, elle va arriver à faire des nouvelles petites plantules, ce qui laisse penser effectivement qu'il y a un désavantage à être l'espèce dominante localement. Et il y a un quatrième type d'explication, assez surprenante pour un écologiste de prime abord, mais qui a eu un succès grandissant, et Jérôme vous en parlera dans le séminaire. C'est l'idée que, en fait, si on regarde le nombre d'espèces localement à un endroit donné, ça dépend surtout du nombre d'immigrants d'ailleurs des espèces, c'est-à-dire de la distance. Donc l'idée a été proposée d'abord par MacArthur et Wilson en 1967. Ils étudiaient les îles et ils ont dit le nombre d'espèces sur une île dépend juste de sa taille et de sa distance au continent. Et effectivement, on trouve ça sur plein d'îles. La diversité en espèces, par exemple de pins sur les îles, dépend très fortement de la distance au continent. Plus l'île est distante, moins il y a d'espèces localement, qui effectivement correspond bien à l'idée que tout dépend de l'immigration du continent pour expliquer la diversité en espèces localement dans une île. Et ça dépend aussi de la taille de l'île. On voit le nombre d'espèces dépend de la taille de l'île et augmente avec la taille de l'île. Et donc ça, c'était une idée assez radicale dans le sens où ça utilise pas du tout les notions de niche écologique, de compétition entre espèces. On considère que chaque espèce a la même probabilité de s'établir sur l'île. Donc c'était assez radical pour des écologistes. Ça oubliait complètement les interactions entre espèces et les niches écologiques.
Et Stilable, en 2001, a été même encore plus loin en considérant en essayant de faire un modèle vraiment neutre pour expliquer l'abondance locale des espèces, qui ne considérait pas du tout des niches écologiques ou des interactions entre espèces, où chaque individu aurait la même probabilité de s'établir, et donc le nombre d'espèces localement dépendrait juste du nombre d'individus, du taux de spéciation et du taux d'immigration. Donc c'est l'idée qu'il y a des individus, ils meurent, ils sont remplacés par n'importe quelle espèce au hasard qui est déjà là ou qui immigre, et on fait tourner ce modèle à l'équilibre. Et donc il y a des tests qui ont été faits pour essayer de voir si les observations du nombre d'espèces localement collaient bien à ces modèles neutres. Et donc ce qui est fait, c'est qu'on regarde l'abondance des espèces en fonction des espèces qui sont ici classées des plus abondantes aux moins abondantes. Donc ici, par exemple, en bleu, près de la mer, il y a plus d'espèces abondantes et moins d'espèces rares. Et ici, il y a plus d'espèces rares. Et donc, plein de chercheurs qui ont essayé de comparer ces observations de courbes d'abondance d'espèces avec des modèles neutres. Et donc, Jérôme va vous en parler dans le séminaire plus, mais par exemple, il a fait ça dans des forêts tropicales et il observait, les observations en rouge collaient très très bien au modèle neutre et donc étaient assez révolutionnaires pour des écologistes. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, donc, on verra les menaces sur la biodiversité et les conséquences pour l'être humain. Et donc après une pause de 5-10 minutes, Jérôme Chat vous parlera plus de ces abondances locales d'espèces. Merci.